Alors nous sommes en 2014, il est aujourd'hui trop tôt, assez paradoxalement, il est trop tôt pour faire le bilan d'une loi qui remonte pourtant au 20 août 2008. Pourquoi? Parce que le processus est un processus qui n'est pas achevé, c'est en 2017 que l'on pourra véritablement faire le bilan complet de l'ensemble de cette réforme, qui était nécessaire. Et aujourd'hui nous en sentons quand même quelques effets positifs et importants. Cette loi a remis le libre jeu de la concurrence entre organisations syndicales sur des règles de bonne concurrence. C'est-à-dire qu'on a supprimé la présomption irréfragable de représentativité et chacun peut concourir dans les entreprises et maintenant dans les branches à hauteur de son audience. Cela a également mis fin à certaines situations de militants dans les entreprises qui étaient des situations, je le dis de façon un peu sévère, des rentiers d'une étiquette et qui n'avaient pas valorisé leurs droits, leurs capacités, leurs moyens d'action à l'aune de leur audience et donc d'une certaine façon des services rendus aux salariés. Donc ça a aéré le mouvement syndical, ça l'a simplifié dans un certain nombre d'entreprises aussi, et pour autant ça reste un dispositif encore très incertain. Et le choix qui a été fait dans les 7 critères de la représentativité de valoriser de façon très forte l'élection pose aujourd'hui beaucoup d'interrogations. Faut-il baser la représentativité sur le service rendu à l'adhérent, comme c'est le cas dans de quantité d'autres pays européens, ou faut-il considérer que l'élection est le critère principal qui fonde la représentativité, comme c'est le cas aujourd'hui? La question est posée, la réponse n'est pas évidente. Les organisations syndicales aujourd'hui dans les entreprises courent beaucoup après l'électeur, désertant parfois le travail de préparation des négociations, ne valorisant pas suffisamment aux adhérents une contrepartie tangible de leur cotisation. Or, si l'électeur et l'adhérent constituent un système complet, il est très important que le nombre des adhérents des organisations syndicales demeure, qu'il n'y ait pas un noyau de permanents et de militants qui soit légitimé par l'élection et qui de ce fait ne travaille pas assez une base d'adhérents et non pas uniquement d'électeurs. Donc c'est un point important. Ajoutons aussi qu'il est parfois dangereux de faire trop de confusion entre le vocabulaire politique, la logique de fonctionnement d'une institution politique et puis la démocratie sociale qui relève de la vie économique, sociale et pas de la vie politique. Oui, ce rapport est un très solide et très grand rapport. Bon, il était nécessaire d'établir une réflexion et de poser les bases d'un remodelage, d'une redéfinition des critères de la représentativité patronale. Quand en 2008, la représentativité des syndicats de salariés a été remise sur le tapis dans sa définition, il était nécessaire que de l'autre côté, on s'intéresse également au sujet. Pouvait-on le faire sur le mode valorisant précisément l'élection et en faisant de l'élection le système central de définition de la représentativité patronale? À l'évidence, non. Et nous sentons bien toute la finesse de ce rapport Combrexel qui, effectivement, reprend l'architecture générale de la réflexion sur la représentativité des syndicats de salariés, mais met bien l'accent sur l'adhésion. Et nous revenons sur cette réflexion préalable. C'est important, ce qui donne du poids à une organisation, qu'elle soit patronale ou syndicale, c'est le service rendu. N'oublions pas que nous sommes sur un marché du travail, que les organisations patronales ou de salariés rendent des services à des adhérents. Nous sommes dans une relation d'offre et de demande. Si les salariés n'ont pas le sentiment d'avoir des services rendus de façon collective, individuelle, directe, indirecte, mais des services en contrepartie de la cotisation, la loi du marché s'applique, c'est-à-dire que les boutiques syndicales ou patronales seront vidées de leurs clients. Un rôle irremplaçable. Et le dire, ce n'est pas faire de la flagornerie, c'est pas être dans une attitude de flagornerie. Pourquoi? Parce que la négociation collective, les contrats collectifs, les conventions collectives, les lois sociales ont leur place. Mais pour bien faire une loi, il faut que le parlementaire soit à l'écoute de ceux qui ensuite vont appliquer cette loi.
J'ai siégé dans cette instance au moment où il y a eu une loi sur le SMIC. C'était en 2002. Et je me souviens parfaitement, c'est un souvenir très vif, de l'écoute qu'avait à cette époque le ministre du Travail, c'était François Fillon, qui aurait pu suivre sa majorité. Il a demandé un rapport et un avis au Conseil économique et social, qui, de façon très ramassée, très rapide, a remis son avis. Le ministre du Travail a suivi l'avis du CES, du Conseil économique et social, et non pas les vents contraires de sa majorité politique. Il avait raison, parce que sur une affaire comme celle-ci, ce sont bien ensuite les acteurs qui avaient échangé entre eux qui l'ont fait. Par ailleurs, le Conseil économique et social, qui rend des avis, dont la qualité peut être diverse, nous le concédons, est un lieu irremplaçable de contact. Il n'y a pas d'enjeu immédiat. On n'est pas dans des figures de représentation, de négociation ou de contestation. On est précisément dans cette étape où l'on se côtoie, où l'on essaye de comprendre l'autre. Les spécialistes de la négociation le savent. Une bonne négociation, c'est d'abord savoir ce que veut l'autre. Eh bien, le Conseil économique et social est un lieu où se rencontrent les acteurs pour se comprendre. C'est l'assemblée du premier mot, comme le disait le précédent président du CES, Jacques Dermagne, c'est-à-dire un lieu où se forge une culture de la relation sociale, voilà, et où la confiance l'emporte sur la méfiance. Et si aujourd'hui nous sommes dans une société de défiance, comme l'écrivent certains très bons auteurs, nous pouvons trouver au CESE et dans les régions des lieux de confiance. De confiance, ça ne veut pas dire de convergence absolue, de respect de l'autre, de respect de la logique de l'autre et de compréhension de l'autre. C'est irremplaçable.